Donc, bonjour à tous. Dans cette capsule-là, on va regarder la structure de données numériques dans le cadre de l'introduction à la programmation en Python. Donc, les structures de données numériques. Dans cette capsule-là, on va voir en fait les différents types. Donc, les strings, les integers, les floats, les booléens. On, on va regarder un peu comment on peut assembler des strings pour les datetime. Puis on va voir en fait que chacun de ces formats-là, donc les quatre formats que je présente ici, ils vont conditionner en fait les types d'opérations qu'on peut faire entre eux. Donc tout d'abord, les integers ou les floats, en fait, c'est des données numériques pour des chiffres. Donc lorsqu'on a ce type de fichier, de données-là, en fait, on peut faire n'importe quelle opération mathématique sur eux. On peut aussi les comparer, savoir ce qu'il y a un qui est plus grand que l'autre, etc. Ensuite, les strings, en fait, c'est une séquence de caractères alphanumériques qui vont être indexés numériquement. Puis, l'objet Python, en fait, qui gère le type de données qu'on appelle les strings, il possède des fonctions euh, intrinsèques. Comme par exemple, ici, j'ai un premier string qui s'appelle hello. Donc, on voit ici que ce string-là, euh, il est entre apostrophe. Puis, on associe en fait ce résultat-là à la variable st1. Donc, st1 contient le string hello. Ici, on dit affiche-moi, donc print st1.count. Donc, lorsqu'on a un point count, c'est une méthode built-in, une méthode intrinsèque. Et on lui dit compte-moi le nombre de caractères alphanumériques dans st1. Fait que là, il nous retourne 5. Il a compté 5 en fait, lettres, 5 caractères alphanumériques dans notre string. Là. Bon, on va aller voir un peu qu'est-ce que ça donne lorsqu'on code. Donc, ce que je vais faire, donc là, je vais ouvrir mon environnement virtuel que vous devriez avoir installé et je vais ouvrir mon IDE de choix. Donc, moi, c'est Jupyter Lab. Donc là, il va m'ouvrir en fait dans un tab Google Chrome. Puis j'ai déjà en fait mon IPython Notebook intro à Python que vous pouvez retrouver sur votre Moodle. Donc on va aller voir un peu ces types de fichiers-là de base. Qu'est-ce qu'on peut faire comme opération. Donc ici, vous voyez, j'ai créé deux strings. Donc le st1 qui est géo, donc apostrophe géo, puis st2 apostrophe 71021. Donc ici, là j'ai pris des lettres, mais j'ai également pris des chiffres, mais parce que je les ai mis en apostrophe, Python comprend maintenant que c'est des strings. Puis ici, je fais la même chose, je mets un 1 en string. Par contre, ici, la variable i, j'ai égal à 1. Donc là, ici, 1 n'est pas en apostrophe. Puis on va aller voir un peu qu'est-ce que ça donne comme type de, de- d'objet. Donc ici, on regarde le i en fait. Si je fais print type i ici, c'est un integer. Puis si je fais print type, donc c'est quoi le type de la variable st1, il me dit que c'est un string. Donc là, justement, le même 1, si je mets apostrophe string, si je ne le mets pas, ben là, c'est un integer. Donc, c'est un integer, c'est un type de fichier numérique. On va expliquer plus tard la différence entre un integer et un float, mais pour le moment, c'est des variables numériques. Puis ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que lorsque je print, donc lorsque j'affiche st1 et st2, il m'affiche géo et 721. Et lorsque je vais les additionner ensemble, donc c'est là un peu bien ce que je disais au départ, conditionner les genres d'opérations qu'on peut faire. Mais lorsque j'additionne, donc ici je vais afficher st1 plus st2. Donc intuitivement, si c'est une addition, si ça serait un integer par exemple, je ferais 1 plus 1
ben, le résultat serait 2. Mais là, vu que c'est des strings, en fait, donc il ne peut pas additionner parce que lui, il ne comprend pas que c'est des chiffres. Donc lui, c'est une suite de caractères alphanumériques. Donc ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va venir coller les deux strings ensemble. Il va les mettre bout à bout. Donc là, on se ramasse avec le GO 7101, donc le sigle du code. Puis, je peux aussi lui demander, en fait, affiche-moi len, donc la longueur, c'est une fonction Python, de mon string ST1. Et parce que c'est une séquence de caractères alphanumériques, ben lui, il va m'afficher 3 en fait. Donc ST1, c'est quoi? C'est mon string GO. Donc là, il me dit, la longueur, c'est 3. Tu as 3 caractères alphanumériques là-dedans. Puis on peut également faire des comparaisons. Donc là, au lieu de faire une comparaison numérique, ben là, il va vraiment comparer lettre par lettre, savoir si c'est exactement le même string. Donc des fois, ça peut être intéressant si on veut parcourir une base de données. Puis dire, lorsque tu retrouves tel string, fais-moi telle opération. On va voir plus tard les opérations, mais je vais vous montrer un peu un exemple de if, donc si, st1, là je vais mettre deux fois des égales pour vraiment, c'est la fonction en fait pour comparer, s'ils sont pareils en fait. Parce que égal dans Python, c'est une attribution de variable, comme qu'on a vu ici. Donc si je fais go égale st1, ça veut dire que là je lui dis st1, ça devient la variable go. Lorsque là, je mets deux égales, c'est vraiment pour comparer, savoir est-ce qu'ils sont pareils. Donc ici, je me demande si ST1 est égal à ST2, donc est-ce qu'ils sont pareils? Je veux que tu m'affiches print, les strings sont identiques. Else, donc c'est comme si le premier n'est pas vrai, donc si ST1 n'est pas égal à ST2, print-moi les strings sont différents. Puis il me dit les strings sont différents parce que j'ai comparé GO avec 7101. 021. Donc, comme je disais, il existe plusieurs types de méthodes built-in. Donc, tu vois ici, j'en ai fait un. Affiche-moi st1.lower. Donc, quand c'est des méthodes intrinsèques, en fait, c'est que c'est des méthodes qu'on peut juste appliquer sur un type d'objet. Donc, string va posséder des méthodes, des fonctions qu'on peut uniquement appliquer sur des strings. Puis je vois la variable écrit st1 point lower avec les parenthèses, ça veut dire que là j'applique une fonction sur ce string là. Donc lower, ce que ça nous fait, c'est qu'on le voit ici, ça vient changer si on est comme des majuscules dans le string, là, ça va les mettre en minuscules. Type, c'est pour voir en fait classe str, donc pour nous dire ok, st1 c'est un string en fait. Des fois on n'est pas sûr, ça devient pratique de demander. Puis je peux aussi lui demander find pour essayer de trouver en fait puis find en fait c'est pour trouver est-ce que tu es capable de trouver tel caractère alphanumérique dans le string, puis quand si la réponse c'est -1, ça veut dire qu'il ne l'a pas trouvé. Mais si mettons je voudrais GO, ben là, il nous met 0. Puis 0, en fait, c'est l'indexation qu'on va aller voir, en fait. Python, en fait, quand il va indexer, en fait, quand il va mettre un indicateur sur une suite, ben, il va commencer à 0. On va aller voir justement l'indexation. Donc, l'indexation, qu'est-ce que c'est? L'indexation des données est une propriété majeure des langages de programmation. Donc, Python, l'indexation commence à 0. En R, par exemple, l'indexation commence à 1. Puis lorsqu'on a une suite de caractères alphanumériques comme dans un string ou comme dans des listes qu'on va voir plus tard, Python va les indexer en fait de manière numérique pour savoir en fait c'est quoi la séquence en fait. Puis là, ça devient ultra pratique quand on veut aller récupérer un élément dans cette liste-là en fait. On va utiliser l'indexation. Donc si on a par exemple une suite, une liste de strings, donc l'index 0 correspond au premier élément de cette liste-là. Bar correspond au deuxième élément.
Puis là, c'est là que ça devient un peu mélangeant, là, parce que dans notre tête, on mettrait 1 au début, mais Python commence à 0. Mais vous allez voir, là, une fois que vous êtes habitué, là, ça va assez bien. Puis on a également aussi une indexation inverse. Donc si on veut aller chercher le dernier élément, ben, si on utilise l'index -1, on va aller jusqu'à la fin, -2, -3. Donc vous avez les deux indexations, dépendamment de quel côté vous voulez commencer. Euh, euh, Votre indexation. Ensuite, les integers, donc c'est vraiment le format numérique en fait. Puis la différence entre integer et float, en fait, c'est juste un integer, en fait, ça va être un nombre entier. Puis float, ça va être des nombres décimales. Puis des fois, c'est pratique un integer, en fait, parce que pour avoir un nombre entier, quand on veut parcourir des listes, au niveau de l'indexation, si on indexe 0.1, ça ne marchera pas. Donc, integer, ça peut être vraiment pratique. Puis c'est aussi une façon de stocker un chiffre beaucoup moins lourd qu'un float. Parce qu'un float peut stocker jusqu'à 18 décimales. Donc, au niveau digital, ça n'a pas le même poids. Mais un integer, c'est vraiment pratique pour l'indexation, justement. Parce que ça va être que des chiffres entiers. Donc ici, je vais en créer un. Puis quand on crée avec Python, on fait juste mettre le chiffre. Pas besoin d'acheter autre chose. Donc ici, mettons IT1, donc integer numéro 1 par exemple, notre variable qui va venir stocker. Donc si on fait IT1 égale 4, donc IT1 va être notre integer 4. Puis on va aller voir un peu, comme je disais, integer parce que c'est une variable numérique, ben on peut faire des opérations mathématiques. Donc ici, je fais print type, ici. Et il m'indique que c'est un int, donc integer. Lorsque j'additionne les deux, 4 plus 6, là, ça me donne un integer, donc 10. Là, la nuance, en fait, c'est que c'est des chiffres entiers, mais je peux faire les divisions, mais des fois, le résultat, il va, en fait, étant donné que c'est une décimale, ben là, il va transformer le type. Donc, je pourrais, mettons, regarder. C'est quoi le type résultant de. Donc là, il va me dire 0.6, qui est le résultat de la division. Maintenant, on est rendu en float, en décimale. Puis je peux également lui dire mais retransforme-moi ce résultat-là. Donc, par contre, lorsqu'il va le transformer, il va le descendre en fait. Il ne va pas arrondir au plus grand. Donc, si je fais, il donne la réponse, c'est 0.6. Si je fais integer, il va me le mettre à 0. Il existe d'autres fonctions, là, si on veut round, arrondir au plus haut, au plus bas, dans Python également. Puis ici, ce que vous voyez en fait, c'est... attends, je vais vous montrer en fait le symbole de multiplication à la base. Donc ici, une étoile comme ça, c'est un symbole de multiplication. Donc, il va faire IT1, donc il va faire 4 x 6, 24 ici. Puis les deux fois étoiles, c'est un symbole de power. Donc il va faire 4 à la 6. Donc ici, 4096. Puis là, je peux faire également la même comparaison, mais là, au lieu de comparer la séquence de caractères alphanumériques comme dans les strings, il va vraiment comparer un chiffre par rapport à l'autre. Donc si je dis, est-ce que IT1 est plus grand que IT2? Puis il va dépendamment de la réponse, en fait, il va me l'afficher. Donc ici, on voit que 4 est plus petit que 6. Donc il va vraiment comparer les deux chiffres. Donc ensuite, je vous ai expliqué un peu c'était quoi les listes, les types de données de base. Là, on va regarder un peu c'est quoi les types de données séquentielles. Donc on voit qu'on peut agencer en fait les strings, les integers, les floats ensemble pour créer en fait des types de données un peu plus complexes, séquentielles. Donc le premier, c'est la liste. Le list, tuple ou range. Le plus commun, c'est une liste. On est vraiment dans l'appellation Python.
Le string est également un objet séquentiel, hein, comme on a vu, c'est une séquence de caractères alphanumériques. Mais ce qui est puissant en fait de la liste, c'est qu'on peut mettre n'importe quoi dedans. En fait. Donc on peut faire une liste de string, de float, d'integer dans la même liste. Puis il y a également plusieurs fonctions qu'on peut le faire. On peut savoir en fait, ok, c'est quoi la longueur de la liste. Donc, il y a combien d'éléments dedans. C'est quoi le minimum, le maximum. Donc c'est quoi l'item le plus petit si on a une liste numérique. Ça va dépendre en fait de ce qu'il y a dedans aussi. Puis on peut aussi demander est-ce que tu possèdes X dans S, donc est-ce que tu possèdes tel élément dans ta liste. Ça, par exemple, on a une liste de strings. Donc il y a plusieurs fonctions. Puis si on fait des additions, il va les concatenation, donc il va les coller ensemble. Dans R, le terme, c'est un peu, ça va être des vecteurs en fait. Là, ça sera pas des listes. En fait, on peut aussi créer des listes, mais c'est pas exactement la même chose. Mais on va se concentrer dans Python. Moi, je commence à perdre un peu tous mes repères dans R, là, mais sachez que tout ce qu'on voit en ce moment, ça se retrouve dans R, ça se retrouve dans MATLAB. C'est juste ça va être des fois des noms différents, là, mais tout le concept de l'indexation, des strings, des floats, ça va être la même chose dans R et dans Python. Donc, on va aller voir un peu la liste en exemple avant. Donc, ici, création de la liste. Donc, c'est ça. Pour créer une liste, ce qu'on veut, en fait, c'est les crochets, en fait. Donc, lorsqu'on va mettre plusieurs éléments ensemble, on vient les crocheter. Donc, on voit, ici, j'ai mon string numéro 1. J'ai encore le string numéro 1. On va mettre 2. Mon integer numéro 1, mon integer numéro 2. Tout ça avec des virgules, avec les crochets, pour créer mon LI1, donc ma liste 1, c'est comme ça que je l'ai appelé. On peut également en créer un autre, donc ici la liste 2, donc ici j'ai mis des noms d'anciens étudiants du cours, puis j'ai les crochets, je mets les noms entre apostrophe, virgule, le virgule en fait c'est vraiment ça qui va définir la séquence pour dire en fait à Python, ok, ben ça c'est un autre élément que je me rajoute dans ma liste. Je peux également aussi une fonction intrinsèque built-in d'une liste, c'est d'ajouter des éléments. Donc append. Donc ici, moi, je vais rajouter mon nom à la liste numéro 2. Donc il va rajouter après le nom Sam. Donc on va aller voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc ici, j'ai ma première liste que j'affiche. Donc j'ai même mes deux premiers strings et mes integers qu'on avait déjà définis plus haut dans le notebook. J'ai ma liste de base avec les noms. Puis là, on voit que j'ai la liste où j'ai rajouté mon nom. Il l'a pas fait là parce que j'ai pas de print. Ici, moi, je fais souvent des prints en fait pour ajouter le résultat. Et ce qu'on pourrait également faire, c'est que, parce que là, en fait, si je voulais avoir la longueur en fait de ma liste numéro 2, mais là, comment je l'écris Python, je fais juste dire, j'applique une fonction à la liste. Donc, j'applique la fonction len à la liste 2. Et là, le résultat, Python, il ne sait pas quoi faire avec. Donc, j'ai souvent deux options. Soit que je le print, comme que je fais depuis le début. Puis, il va me l'afficher dans ma console en bas. Donc, là, il m'affiche 6. J'ai 6 noms. Ou, ce que je peux faire aussi, je peux stocker les résultats sur une variable que je vais inventer. Donc, mettons, la variable, c'est résultat longueur égale. Donc là, quand je mets le égal, ça veut dire que je stocke le résultat de la fonction à une variable, en fait. Puis là, Python va garder en mémoire le 6 à résultat. Puis si je veux afficher résultat, c'est quoi? Ben, là, il va afficher le 6. Mes résultats longueur est gardé en mémoire dans Python
Donc, du moment que je garde, que j'ouvre mon script, que je fais tourner en fait la console Python, le kernel qu'on appelle, ben lui, il va garder en mémoire c'est quoi, qu'est-ce qu'on a attribué à résultat longueur. La seule façon que ça change, c'est que si plus loin, j'attribue autre chose à résultat longueur, donc lui, il va l'écraser. Mais sinon, je vais pouvoir avoir recours à ce résultat, utiliser résultat len beaucoup plus loin dans mon script. Parce que j'ai stocké l'information. Si je fais juste l'afficher, il ne stocke pas en mémoire, il fait juste l'afficher. C'est fini. Donc voilà. Ensuite, puis là, pour revenir à l'indexation, donc comment faire pour aller chercher le troisième élément de la liste. Donc là, on se rappelle que l'indexation commence à 0 dans Python. Donc si je veux le troisième, 0, 1, 2. Donc je vais aller chercher 2. Puis ce que je fais en fait, c'est que je mets la liste, donc LI2, qui est la liste dans laquelle on a stocké tous les noms. Puis tout de suite après, je fais crochet, puis je vais mettre l'index numérique. Donc le 2, je vais mettre 2. C'est un peu mélangeant, je mets du chiffre 2, parce que c'est le troisième index. Donc 0, 0, 1, 2. Donc le troisième. Donc encore une fois, là, si je fais juste ça, je l'applique, mais je le stocke nulle part ou je l'affiche pas. Donc là, quand je rajoute print, je viens afficher, puis là, il m'affiche Jean-Gab. Parce que j'ai B, Félix et Jean-Gab, le troisième nom de ma liste. Comment je fais pour aller chercher le dernier? Donc on a vu aussi que l'indexation, on pouvait le faire à partir de la fin, donc l'inverse. Donc si je mets -1, puis là, théoriquement, là, il faut que je l'affiche. Sinon, il ne va pas me faire grand-chose. Là, il m'affiche Francis, les derniers éléments de la liste. On a rajouté. Puis si je voudrais, par exemple, aller en chercher plusieurs, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'indexation, exactement comme d'habitude avec les crochets. Donc, LI2, crochet, 1, 2.4. Donc, les 2 points, ce que ça fait, en fait, c'est que ça nous donne une séquence, en fait, de dire, OK, là, tu vas aller me les chercher de 1 à 4. Là, il me présente le résultat, même si j'ai pas fait de print, c'est juste parce que, étant donné que c'est le dernier élément, la dernière chose de ma cellule, IPython Notebook, il te l'affiche. C'est juste pour ça. Donc ici, ce qu'il a fait de 1 à 4. Donc là, on a resté pensé de dire, OK, 1, 2, 3, 4. Je serais supposé avoir 4. Je sais pas vous montrer. Je serais supposé avoir 4 non, en fait. J'en ai juste 3. Pourquoi, en fait, c'est que lorsqu'on fait une indexation comme ça, séquentielle, le dernier élément, il ne prend pas en Python. Il n'y a pas nécessairement de... C'est juste une convention. Donc, 1, 0, 1, il est parti du deuxième, donc Félix. 2, 3. Puis 4, il ne le prend pas. Donc, il a pris Félix, Jean-Gab, Julie. Sam, il ne l'a pas. Donc, voilà pour ça, pour les listes. Les listes avec l'indexation, là, qu'on a fait des listes relativement simples, avec des strings. On pourrait mettre aussi... on a vu qu'on peut mettre différents types. C'est sûr que si on met des strings, des integers, on ne pourra peut-être pas nécessairement faire il y a des fonctions qu'on ne pourra pas faire. T'sais. Si on lui demande de faire un max ou un min, ben, ça va être plus compliqué. Là, Donc vraiment, le type de format va vraiment conditionner les opérations qu'on peut faire. Là, on va aller voir un dernier type de données chez Python, qui est le dictionnaire, qui est un objet un peu plus complexe, puis qu'on va pousser un peu plus loin l'indexation. Donc, c'est ce qu'on a vu. On a vu des indexations numériques. Là, maintenant, dans un dictionnaire, on va avoir des indexations, en fait, des clés que nous-mêmes, on va attribuer, en fait. Donc, un dictionnaire est une collection de données non ordonnées. Sa particularité est que chaque valeur de la collection est associée à une clé, en fait. Autrement dit, chaque valeur est associée à une clé pour former une paire, en fait. Donc, vous allez toujours avoir la valeur qui est associée à une clé. Donc, pour créer un dictionnaire, ce qu'on fait, donc ici, je fais dictio égale
Là, c'est pas des crochets, à chaque année, j'oublie le terme français, mais c'est une espèce de moustache, on va les appeler moustaches. Donc, étudiant 1, 2 points, Francis, virgule. Donc, ça ici, c'est notre première paire de, de valeurs. Étudiant 2, 2 points, David, virgule. Deuxième paire de valeurs. Et à chaque paire, on a une clé d'identification et une valeur. Dans ce cas-ci, on a attribué un string. Ça aurait pu être un integer, ça aurait pu être un float, ça aurait pu être aussi une liste avec, ça aurait pu être classe 1, une liste avec tous les noms, classe 2, une liste avec tous les noms. Ça aurait pu être aussi d'autres objets qu'on va voir plus complexes, ça aurait pu être des rasters, ça aurait pu être des types de données vectoriels qu'on va voir plus tard. Donc on voit que un dictionnaire, ça peut être simple, mais ça peut devenir très très compliqué. Mais sa complexité, en fait, ça peut être vraiment intéressant pour classer en fait des plus grosses bases de données qui sont toujours référées en fait à une clé d'identification. Donc ici, en fait, j'ai recréé le même dictionnaire que je vous ai montré. Puis, lorsqu'on veut venir récupérer de l'information, comme qu'on a vu dans la liste, au lieu on va ouvrir les crochets, en fait, pour l'index. Au lieu de mettre une indexation numérique, comme exemple 0, 1, 2, 3, on va mettre directement la clé dedans. Donc, si je crée mon dictionnaire, puis là, je dis, OK, je sors moi, dans mon dictionnaire, l'étudiant numéro 2, puis lui, il me sort David. Donc, la clé, en fait, qui était étudiant 2. Lui est allé récupérer ces clés-là, puis il m'a sorti, en fait, il m'a affiché c'était quoi la valeur qui correspondait à la clé étudiant 2. Puis je peux également ajouter des éléments. Donc là, ici, je vois dans dictionnaire 1, j'ajoute une nouvelle clé qui est 3, qui est égale à Jean Gap. Si j'aurais écrit étudiant 2, donc j'aurais pris une même clé, il aurait écrasé le résultat. Donc là, on voit que j'ai rajouté étudiant 3 à Jean Gap. Donc on voit en fait que je peux avoir des listes avec différents types de formats, ce qu'on appelle l'interaction et l'imbrication. Donc les différents objets Python ou R peuvent s'imbriquer et interagir entre eux. Donc différents types de données peuvent former une liste, donc comme je vous ai montré. On a également les différents objets Python peuvent s'imbriquer, donc nested. Donc on peut faire une liste qui peut contenir plusieurs listes. Donc ces deux propriétés, ça peut être très puissant et utile. Donc on peut utiliser des strings, des floats dans des listes. On peut faire des listes dans une autre liste. Puis on peut ensuite mettre ça dans un dictionnaire. Puis dans ce dictionnaire-là, certains datasets vont être associés à des clés d'identification. Donc par exemple ici, donc là je vous montre un exemple en fait d'un dictionnaire. Donc on va venir hiérarchiser nos données. Donc j'ai data maîtrise qui est une clé. Puis dans la valeur, il y a levé été 2021. Puis levé été 2021. Ensuite il y a profil 1 qui est la valeur. Puis ensuite il y a la clé instru 1 avec les valeurs, virgule, coordonnées instru avec les lattes longues, ainsi de suite. Levé, hiver 2. Donc là, je viens comme hiérarchiser en fait différentes clés d'identification avec différentes listes. Là, je vais venir utiliser des valeurs numériques, des lattes longues pour hiérarchiser en fait mon dictionnaire. Puis ce qui est intéressant, c'est que oui, ok, je peux stocker avec différentes clés, mais après, je vais pouvoir faire plusieurs opérations, aller chercher des choses qu'on va voir un peu plus loin là, dans les différentes capsules. Donc ici, je fais une imbrication en fait. Donc je fais 3 listes en fait. Donc là, j'ai ma première liste ici, qui est entre crochets. Virgule, je fais une autre liste. Virgule, une autre liste.
Donc là, ce qu'il va me montrer, en fait, il me montre mes trois listes ensemble. Puis là, pour savoir en fait que j'ai une liste dans une autre liste, c'est que je vais avoir deux crochets au départ. Puis là, je suis comme, ok, il y a une liste, puis il y en a une deuxième tout de suite après. Puis vu que j'ai deux virgules, ben là, je me dis, ok, j'ai trois éléments dans ma plus grosse liste. Fait que là, comment je fais pour récupérer la deuxième liste? Donc là, je fais ma liste imbriquée. Je fais l'indexation 1, qui est le 2. Puis là, on voit ensemble ma deuxième liste est ici. Puis là, étant donné que je suis imbriqué, j'ai deux niveaux en fait d'imbrication. Ben, si je mets deux index, je vais aller chercher en fait, ok, je vais aller chercher dans ma liste imbriquée, premier index 2, donc c'est ma troisième liste, ma dernière. Mon 5, donc le sixième élément, je vais aller chercher ici 235. Donc l'indexation va fitter également aussi avec l'imbrication qu'on fait. Donc là, j'avais une liste de listes. Donc là, si je fais deux indexations, ben, je vais aller chercher dans le deuxième niveau mon élément. Là, ici, je fais relativement la même chose. C'est juste que là, au lieu de juste faire une liste, ben, je fais un dictionnaire. Puis dans ma clé, je vais avoir profil 1, profil 2, profil 3. Fait que là, quand je vais aller chercher mon profil 2, ben, je vais mettre ma clé profil 2. Donc là, ici, quand je mets profil 2, il va me chercher ma liste au complet, qui est ici, en fait. Puis si je fais, exemple, profil 3, numéro 5, ben là, il va aller rechercher le 235, mais au lieu que ce soit la troisième liste, ben lui, maintenant que c'est un dictionnaire, ben il faut que j'appelle le profil en bas 3 pour aller chercher, en fait, la valeur, en fait, qui va être stockée ici pour 235. Donc c'est tout pour cette capsule-là. Donc dans cette capsule-là, on a vu un peu les données primaires en fait de Python. Donc les strings, les integers, les floats. Ensuite, on a vu les listes, les dictionnaires. On a vu un peu quel genre d'opération on pouvait faire. Puis dépendamment c'était quel genre de format, bon, on a vu qu'on avait des opérations qui étaient spécifiques à chacun de ces types de formats-là. Donc c'est tout pour cette capsule-là.